Bonjour, rebonjour à tous. Donc, qu'est-ce que c'est que ces bilans partagés de médication? Donc, c'est quelque chose que nous avons signé avec l'assurance maladie en début d'année dernière. Donc, il faut le temps que les formations se mettent en place et que les pharmaciens démarrent. Les patients qui sont sélectionnés, ce sont des patients qui sont âgés, plus de 65 ans en ALD, en affection liste, ou plus de 75 ans qui n'ont pas d'affection liste, mais qui ont au moins 5 médicaments. Première remarque de l'HAS qui a validé cet avenant conventionnel, c'est de dire mais pourquoi vous avez limité à l'âge, puisque toutes les personnes qui ont plus de 5 médicaments auraient dû être concernées. Eh bien, on le fera dans un second temps. L'organisation de ces entretiens, c'est premièrement de recueillir comment le patient se comporte avec ses médicaments. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il fait de tous ces traitements? Est-ce qu'il prend des médicaments à côté? Est-ce qu'il prend de la phytothérapie, de l'aromathérapie, etc. Et comment il adhère à son traitement? Qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il ne prend pas, etc. Il n'y a personne qui fait ce travail. Il n'y a personne qui le laisse s'exprimer. Il y a une confiance avec le pharmacien, il n'y a pas de jugement, simplement dites-nous ce qui va pas, et nous on détecte immédiatement ce que le patient n'a pas compris dans l'ensemble de ses traitements. Et c'est un moment très enrichissant, parce que nous on croit beaucoup de choses, mais on s'aperçoit que le patient a besoin de nous dire, et parfois on lui a expliqué, mais il n'a pas parfaitement intégré. Il sait qu'il faut qu'il le prenne le matin, mais à quoi ça sert? Pas forcément évident toujours pour lui. Une fois qu'on a fait ce travail, on fait une analyse clinique de l'ensemble des traitements, parce qu'il peut y avoir plusieurs prescripteurs, et un compte rendu au médecin avec des propositions, et bien évidemment un retour avec un entretien conseil au patient pour l'alerter sur les points importants, les points de vigilance et l'aide à l'adhésion au traitement, et ensuite un quatrième entretien sur le suivi de l'observance. Ça, c'est la première année. La seconde année, on continue. S'il y a un changement de traitement, on fait 3 étapes avec l'analyse des traitements, l'entretien conseil, le suivi de l'observance. Et s'il n'y a pas de changement de traitement, eh bien, les années suivantes, on suit l'observance du patient, parce que ces personnes âgées vont avoir une physiologie qui va évoluer, une fonction rénale qui va évoluer, une fonction hépatique qui va évoluer, et à un moment, le pharmacien peut donner l'alerte au médecin en disant « Attention, là, vous restez sur les dosages classiques, mais là, il faut peut-être adapter les posologies pour éviter le risque iatrogène. » Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que d'abord, on est sur une cible de patients exposés à un risque iatrogène, c'est du concret, on mobilise la profession, et ce qui est aussi très intéressant, c'est d'abord l'accueil positif des patients, mais surtout les jeunes pharmaciens qui ont été formés à la fac, qui ont été formés à la pharmacie clinique, eh bien, ils peuvent l'exprimer à travers le métier, à travers le temps qu'ils vont passer à l'officine. Et donc, on voit bien qu'on est sur un changement de métier, un changement d'attractivité, sur une cible particulièrement importante, la lutte contre l'iatrogénie chez les personnes âgées. 3 minutes et 10 secondes, bravo. On voit le pharmacien au cœur de ces problématiques de bon usage, c'est toujours passionnant. Et c'est vrai que le travail que vous faites est remarquable. Alors, maintenant, j'appelle Patricia Ourmia, voilà, qui va nous parler des pharmaciens, des vaccineurs, des vaccinés, en 3 minutes aussi. Hop là, c'est bon. Bonjour, donc avant les 3 minutes, donc je me présente, Patricia Ourmia, je suis responsable innovation et services au sein de Clésia. Donc Clésia qui est un groupe de protection sociale qui protège pour leur retraite complémentaire, leur prévoyance ou leur santé 300 000 entreprises, 3 millions de particuliers et qui versent leur retraite complémentaire à 1,9 million de retraités. Voilà. Là, ça commence. Hein. Là, ça commence. Ah zut. Hop. Essayez. On y est. Alors, Clésia, effectivement, dès 2014, a choisi, dans le cadre de sa stratégie prévention, d'intégrer comme axe majeur donc l'amélioration de la couverture vaccinale. Donc, ça s'est traduit par plusieurs choses concrètement. Donc, le groupe est partenaire d'Immuniser Lyon, donc une initiative qui est
permet d'informer et de sensibiliser sur l'importance de la vaccination dans la ville de Lyon. Nous sensibilisons donc nos retraités à la question des risques infectieux, donc à travers notre magazine ou lors de rencontres. Et puis surtout, nous avons mis en place donc un service qui est dédié aux entreprises pour vacciner sur le lieu de travail les salariés, permettant effectivement ainsi de faciliter un acte de prévention puisqu'il est fait sur le lieu de travail. Et donc on apporte par cela une protection individuelle du salarié, mais également la protection du collectif de travail, la protection de la famille et puis au-delà effectivement la protection des personnes les plus fragiles par l'effet halo que constitue la vaccination. Alors nous avons, puisque la profession de la pharmacie d'officine est effectivement très présente chez Clésia, nous sommes un acteur référent de leur protection sociale, donc nous avons souhaité déployer ce service également auprès des pharmacies d'officine. Alors plusieurs raisons à cela, effectivement. Les salariés sont au plus près des patients lorsqu'ils sont malades, donc il ne faut pas qu'ils attrapent la grippe. Il ne faut pas non plus qu'ils donnent la grippe à des patients très fragilisés. Ils sont en pleine ligne, on va dire, pour la vaccination et la lutte contre les maladies infectieuses. Et puis surtout, depuis 2 ans maintenant, ils sont intégrés dans l'expérimentation de la vaccination contre la grippe dans l'officine. Alors là, nous avons souhaité vous présenter donc les résultats de notre dernière campagne. Et donc, on a plus de 3200 pharmacies qui ont mis en œuvre la campagne de vaccination antigrippale au sein de l'officine. Ça représente à peu près 18 500 salariés qui ont été sensibilisés à cette question et 13 500 salariés qui se sont fait vacciner. Donc c'est une opération que nous menons maintenant depuis plusieurs années qui est en succès croissant. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement les titulaires apprécient ce service et souhaitent le mettre à disposition maintenant année après année auprès de leurs salariés. Les salariés apprécient que cet acte de prévention leur soit proposé sur leur lieu de travail et on constate qu'il y a 33% de primo-vaccinants parmi les salariés qui se font vacciner dans l'officine. Et s'agissant, on a fait un zoom particulier dans les zones d'expérimentation, plus de 40% des salariés dans les zones d'expérimentation se sont fait vacciner. Et l'une des raisons majoritaires qui nous a été citée par les titulaires, c'est la notion d'exemplarité. Il faut effectivement donner l'exemple dans ce combat. Merci beaucoup. Voilà. 3 minutes 15. On fera les moyennes après. Bravo, merci, très intéressant. Encore une fois, on travaille avec le pharmacien. Il est partout le pharmacien. Alors, c'est vrai, quand on parle de médicaments, le pharmacien est là. Alors, Maurice Ventura, qu'on ne présente plus, du Vidal, qui va venir présenter pendant ces 3 minutes aussi réglementaires. Alors, juste me présenter avant les 3 minutes. Oui. Donc, Maurice Ventura, je suis responsable des marchés hospitaliers chez Vidal et antérieurement pharmacien hospitalier. Alors, on va démarrer. Bien. En fait, tout est parti d'une constatation, c'est que le développement de la pharmacie clinique, c'est un élément majeur et critique pour les pharmaciens hospitaliers, tant pour prévenir la iatrogénie médicamenteuse, c'est le sujet du jour, que d'un point de vue réglementaire, puisque c'est un des critères d'évaluation des contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. C'est un enjeu majeur et nous pensons que des outils informatiques adaptés, pardon, j'ai pas mis la diapo, voilà, Nous pensons que des outils informatiques adaptés vont permettre d'augmenter l'efficacité des mesures et des actions prises dans ce domaine. Et c'est dans cette optique que nous avons développé ce produit, cette application qui s'appelle Vidal Sentinelle, qui est une application, une solution d'évaluation du risque des prescriptions intra-hospitalières en temps réel. Pour faire cette évaluation, nous prenons en compte un certain nombre de critères qui sont les médicaments à risque, les résultats d'analyse biologique, INR, kaliémie, filtration rénale, ainsi que les critères patients, âge, poids, sexe. À partir de ces données, des règles métiers vont nous permettre d'établir un profil de risque
Par exemple, on va pouvoir déterminer un profil de risque, médicaments hyperkaliémiants et kaliémie élevée. Ces règles, elles ont été établies sous l'égide du comité scientifique Vidal à partir des publications de la littérature et à partir des travaux et publications faites par les pharmacies hospitaliers. Dans ce cadre, nous avons rencontré ou interviewé plus de 60 pharmacies à usage intérieur pour faire ces développements. Les règles sont saisies et maintenues dans un outil dédié qui utilise les propriétés des médicaments de la base Vidal. Ces propriétés ont un niveau d'abstraction tel qu'elles vont pouvoir s'appliquer quelle que soit la spécialité au livret d'un établissement, ainsi que pour une spécialité nouvellement commercialisée. Le niveau de risque qui est calculé est objectivé par un score. Ce score va permettre de prioriser les analyses et les prises en charge pharmaceutiques. Le score est actualisé en temps réel en fonction des données du dossier patient. Si une nouvelle analyse, un nouveau résultat biologique apparaît, le score est recalculé. Et donc, pour conclure, je dirais qu'en mettant en évidence et surtout en explicitant le niveau de risque, Vidal Sentinelle va permettre des interventions pharmaceutiques plus ciblées, facteur de gain de temps pour les professionnels de santé, mais surtout permettre d'améliorer la prévention de la iatrogénie médicamenteuse. Bravo, merci. Alors maintenant, merci, il faut venir ici. Mounir Halimi, qui ne doit pas être loin, le voilà, qui a ses 3 minutes et qui nous rejoindra après. Bonjour, donc je m'appelle Halimi, je suis pharmacien clinicien en gériatrie au centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin. Monsieur Bonnefond m'a fait gagner un peu de temps puisqu'il vous a déjà présenté les bilans de médication. Nous avons eu la chance d'être très avant-gardistes en 2014 et en 2017 parce que ces bilans partagés de médication n'étaient pas encore validés par la Caisse nationale d'assurance maladie et nous avions à l'époque déjà lancé 2 séries assez importante de bilan de médication, une dans laquelle nous avons recruté 900 patients en Picardie, à Amiens, autour de la fac d'Amiens. Et puis en 2017, nous avons réitéré, et là nous avons massifié, nous avons pu proposer des bilans de médication, cette fois-ci à 1 millier de patients fragiles, compris dans une population qui avait été dépistée au comptoir de 4000 patients. Donc des diapos qui sont assez chargés, mais je vais vous présenter que quelques résultats. Une petite incise sur le contenu du bilan qui n'était pas encore défini, je vous le rappelle à l'époque, dans lequel nous avons, nous, fait le choix d'introduire un test d'orientation spatio-temporelle puisque nous parlons des patients âgés. Nous avons voulu objectiver le niveau d'observance. Nous avons voulu intégrer aussi des données concernant la fragilité dans sa définition médico-psychosociale. Des patients fragiles, médico-psychosocialement, parce que nous sommes en premier recours à la maison. Ensuite, bien sûr, nous sommes pharmaciens. Ce qui nous intéressait, c'était d'avoir le contenu, la substantifique moelle de ce que font les pharmaciens. Une question qui nous est posée, d'ailleurs qui est posée aux officinaux, c'est qu'est-ce que vous faites? Combien en faites-vous? Combien détectez-vous de problèmes liés à la pharmacothérapie? Pour combien de patients? Pour quels patients? Et donc voilà, c'est tout ça qu'on a essayé de documenter en ayant le nombre de problèmes détectés, le nombre de problèmes détectés transmis au médecin, le nombre de problèmes transmis au médecin que le médecin a accepté de résoudre avec le pharmacien qui lui a proposé, qui a émis une préconisation. Donc voici les réponses, vous les avez dans les tableaux résultats 1 et 2. Les patients fragiles, la prévalence, c'est 28%. Le nombre de médicaments, donc 6,5 à cette époque-là. Le taux de désorientation, c'était 1 patient sur 10 qui était désorienté dans le temps et ou dans l'espace. Ce qui veut dire qu'il ne savait pas répondre à une des 4 questions suivantes. En quelle année sommes-nous? Où sommes-nous? Sommes-nous le matin ou l'après-midi? Et où habitez-vous? Donc on avait 10% de personnes au comptoir qui ne savaient pas répondre à une de ces 4 questions-là, des patients qui, je vous le rappelle, ont plus de 65 ans. Des questions posées complémentaires. Qui gère les médicaments à la maison? Et là, on se rend compte que 64%, les 3/4 de l'effectif gèrent seuls. 12% ont un aidant qui les aide et 14% un professionnel de santé. On a demandé aussi, bien sûr, parce qu'on a besoin de biologie, ou nous avons besoin de matière à penser, aux patients de ramener de la biologie, donc leur créatinine en particulier. Et là, on se rend compte que 86% des patients nous ramènent à l'officine leur créate quand on leur demande.
Les facteurs de risque à la survenue de la détection par le pharmacien d'un problème lié à la pharmacothérapie, ce sont les problèmes d'observance, la fragilité, le nombre de médicaments pris par jour, avec un gap au-delà de 6, et un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 millilitres par jour. Je vous dis tout ça parce que dans EGO 2, du coup, nous avons peaufiné. Alors, EGO 2, c'est vite parce qu'il est déjà 3 minutes 15. Et donc, du coup, nous avons zoomé sur les plus de 65 ans fragiles. Et donc, la question était posée aux pharmaciens d'officine dans un pré-bilan au comptoir de détecter parmi les 4 000, en tout cas parmi les gens qui se présentaient au comptoir, de nous détecter des fragiles, toujours 25% d'effectifs et 1078 patients. Et là, on se rend compte quand même que, alors voilà, pour ceux qui sont, voilà, pour des données qui sont très inaugurales, que 2% des patients écrasent leurs médicaments ou ouvrent leurs gélules à la maison, ce qu'on ne savait pas. On s'est aussi rendu compte que 3,25% de l'effectif global sont désorientés et gèrent leurs médicaments seuls à la maison. Voilà, on va peut-être s'arrêter là, je suis désolé. C'était passionnant, mais bon. Les slides de présentation, Eric, seront disponibles sur un site, je suppose, non ? Si les participants sont d'accord. OK. Merci, je suis désolé. Alors, des questions à l'autre de nos intervenants ? Pas de questions non plus ? Ah, allez-y, monsieur. Donc, Michel Brasier, je souhaitais en fait poser une question à monsieur Bonnefond qui concerne les bilans de médication. Nous avons mis en place des formations à la faculté pour accompagner le mouvement. Je pensais être submergé par les pharmaciens qui allaient arriver de toutes parts pour suivre la formation. Et en fait, c'est resté quand même très limité à une partie des pharmaciens plutôt motivés qui a complètement adhéré au dispositif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez communiquer sur cette problématique, essayer d'entraîner un peu plus la profession ? Le directeur de la CNAM ce matin a précisé qu'effectivement les résultats n'étaient pas à la hauteur. On voit bien que la participation n'est pas très forte. Alors moi je pense que ça passera par les jeunes qui vont arriver et qui vont donner la possibilité au mouvement de s'opérer, mais y a-t-il pas une communication à faire sur ce point-là ? Si, vous avez raison. Enfin, moi j'ai vu les salles de formation se remplir très très vite. Et beaucoup d'organismes de formation étaient saturés, étaient obligés de multiplier les formations. Donc, globalement, la sensibilisation a eu lieu. Après, ce qu'il faut, c'est concrétiser. C'est-à-dire démarrer dans sa pharmacie les premiers bilans et voir quelles sont les réactions, à la fois des patients, mais également des médecins. Et une des craintes de la part des pharmaciens, on se met à nu, on fait une analyse pharmacie clinique, et on fait un compte rendu au médecin en faisant des préconisations. Et ça, on a vu quand même à un certain moment des syndicats de médecins expliquer comment on vient contrôler mes prescriptions, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, etc. Donc il y a cette réticence. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, qui est l'organisation de la pharmacie. L'organisation de la pharmacie, il faut dégager du temps pharmacien pour faire ces entretiens, faire ces bilans de médication, passer du temps à faire l'analyse, donc se replonger un petit peu dans le cœur du métier. Et ça demande une réflexion sur l'organisation de son entreprise. Et ça veut dire qu'il faut remettre en question ce que l'on fait habituellement. Et donc ça prend un petit peu de temps, mais ça nécessite de l'accompagnement. Donc on est en train de travailler là-dessus, sur la seconde phase. Et ensuite, il faut aussi qu'avec l'assurance maladie, le parcours du paiement, le parcours de la saisie, avec les 4 étapes, etc., soit simplifié. Alors l'assurance maladie, au départ, est toujours très attentive à faire attention qu'il n'y ait pas je dirais, des entretiens qui ne soient pas faits correctement. Et donc, elle veut en avoir pour son argent, bien évidemment. Donc, elle met beaucoup de garde-fous. Mais ces garde-fous, à un moment, deviennent trop désincitatifs et posent un certain nombre de problèmes. Je n'ai parlé avec le directeur pas plus tard que tout à l'heure, quand il est sorti de la salle. Donc, le lancement qui est là, et moi, j'ai été très ravi des propos qu'il a tenus. Il a dit, ça démarre plus lentement, mais je crois qu'on est sur la bonne voie et on ne va pas lâcher l'affaire. Et on va se donner les moyens d'élargir à plus de pharmaciens. Et vous avez raison, les jeunes, moi je vois des réactions aujourd'hui d'étudiants qui sont à la fac. Ah mais si c'est ça le métier de pharmacien, si ça devient ça,
Ah ben ça, c'est intéressant, hein. Et la filière officine, j'ai envie de l'appliquer parce que là, on parle avec les médecins, on fait de la coordination et on est dans le cœur de notre métier et on protège des patients qui, aujourd'hui, pourraient très rapidement être en difficulté. Donc c'est un chemin assez long, mais vous avez vu, moi je le résume souvent à ça, hein, il n'y a pas le choix au bout d'un moment. Quand vous êtes sur ligne de crête, il faut choisir. Vous choisissez le camp du commerce ou le camp du patient. Et tout ce qu'on est en train de faire, à travers la Convention, c'est qu'on a choisi le camp du patient et arrêter de nous appeler les petits commerçants de proximité sur les territoires. Et c'est aussi de l'image vis-à-vis du public. Et les patients ont bien compris, hein, parce que la vaccination, ils sont venus de façon naturelle. Les patients sur les bilans de médication, ils voient un professionnel qui est à leur écoute. Et puis, juste une expérience très rapide, je dirais personnelle. Mais comme il n'y a pas beaucoup de questions, j'en profite. Il y en a dans le fond. Il y en a dans le fond. Le personnel, c'est que on en a fait à la pharmacie. C'est un jeune qui était ravi d'en faire. Et puis j'ai eu 3 retours positifs de médecins. C'est-à-dire le médecin qui prend la peine d'écrire un mail pour vous dire eh bien, j'ai reçu vos bilans. Merci pour le travail. En gros, je ne savais pas que vous étiez capable de faire ça. Non, mais sérieux, mais en positif. En positif. Et derrière, merci, parce que sur 2 patients, là, je renouvelais de façon un petit peu automatique et je n'avais jamais pris le temps de faire une réévaluation. Donc merci pour le travail. Et quand vous avez des médecins avec qui vous travaillez de façon pas forcément très périodique, qui prennent la peine de dire ça, et j'ai 3 témoignages comme ça, je me dis qu'il faut retrouver la confiance dans notre valeur ajoutée et ne pas être timide sur cette valeur ajoutée que l'on peut apporter. Merci beaucoup. Il défend bien le pharmacien. Hein. Oui. Monsieur, dans le fond, Oui. je veux bien que vous présentiez. Oui, je vais me présenter. Vous n'étiez pas là ce matin. Je suis le président du Forum du bon usage du médicament. C'est pas pour moi. Non, C'est pour les gens qui sont venus cet après-midi. Oui, d'accord, c'est très bien. Très bonne réponse. Pour eux, j'ai vu qu'il y en avait qui n'étaient pas là ce matin. Alors, je vois également que Gilles est un coquin parce qu'il a rajouté 5 minutes à ses 3 minutes de présentation. Et donc, Comme on en est à d'habitude. 8. Donc, je ne vais pas lui poser une question. Je vais poser une question donc, à Patricia Ourmia. Je voudrais savoir quel filtre vous avez, filtre évidemment de persuasion, vous avez fait boire à vos adhérents pour arriver à avoir un taux de vaccination contre la grippe aussi important, alors qu'après de multiples campagnes dans la fonction publique, on ne dépasse pas 21% de vaccinés dans les hôpitaux. Je voudrais savoir comment vous faites et je voudrais savoir si finalement le pharmacien ne serait pas plus crédible pour faire vacciner les gens que tous les personnels hospitaliers et les médecins réunis. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Écoutez, je dirais qu'on a été bons. Voilà. Écoutez, on a simplement contacté les pharmaciens pour leur proposer cet acte-là, ce service. Alors, à noter, on a une incitation, bien évidemment, c'est que on paye le vaccin. Donc, pour faciliter et encourager cet acte de prévention, donc notre institution de prévoyance prend en charge le prix financier du vaccin. Donc, ça fait effectivement que pour le titulaire, proposer la vaccination à ses salariés préparateurs, étudiants en pharmacie ou pharmaciens, c'est un moindre coût. En plus, effectivement, pour les régions, en tout cas, où il y avait l'expérimentation, ils pouvaient vacciner eux-mêmes. Donc, c'est, je pense, une des clés de l'incitation. Oui, à l'hôpital, c'est aussi fourni le vaccin. C'est que les pharmaciens sont excellents, meilleurs que tout le monde. Et puis après, je pense qu'il faut aussi se remettre dans un contexte. Donc la ministre de la Santé s'engage aussi très fortement sur l'amélioration de la couverture vaccinale, et notamment celle des professionnels de santé. Et puis nous, on le constate au niveau de notre groupe, on a de plus en plus effectivement d'employeurs qui veulent aussi proposer des actions de prévention et agir pour la santé de leurs salariés. Donc je pense que tout ça, effectivement, crée un climat très positif. Merci pour ce beaucoup. type d'action. Puis c'est vrai qu'il y a sans doute un enthousiasme des pharmaciens à qui on propose maintenant de vacciner qui démultiplie évidemment le geste. L'exemplarité. Exactement. C'est ce qui nous a été Merci prêté. beaucoup. Oui, s'il vous plaît. Si vous voulez bien reprendre Oui. vos places. S'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît. Je suis là. Oui, Alain, bien sûr. Donc Alain Guilleminot du type. Alors, Je courte voulais- la question. Oui, très courte pour Monsieur Ralimi, justement, en prolongement de ce que vient de dire Gilles. Est-ce que vous en avez tiré des outils pratiques pour faciliter la mise en place du bilan de médication à l'officine? Oui, on se sert pour objectiver le niveau d'observance de la grille du professeur Girard que vous connaissez, qui est cardiologue à Paris, je crois.
Parce que c'est une auto-évaluation, enfin c'est déclaratif. Nos patients nous disent qu'ils ne sont pas observants. Donc ça veut dire qu'il y a un truc à gérer quand même, hein, s'ils nous le disent. Parce qu'il y a tous ceux qui ne nous le disent pas. Bon. Donc cet outil-là est précieux sur l'observance. Nous avons aussi un autre outil dont on a besoin, c'est le TOST dont je vous parlais, le test d'orientation au comptoir de l'orientation, je vous dis, dans le temps et dans l'espace, parce que la bonne question que nous nous posons, c'est si le patient ne sait pas nous dire en quelle année nous sommes, comment fait-il pour gérer les médicaments à sa maison, à son domicile? Et on a vu, il y a une part significative de l'effectif qui, bien sûr, est accompagné par des aidants, accompagné par des professionnels de santé, mais il en existe aussi qui sont encore dans la nature, qui ne sont pas aidés, et pour lesquels, encore une fois, j'aurais bien aimé qu'on propose aux pharmaciens de faire la répartition des doses administrées dans des semainiers. Merci. Parfait. Merci beaucoup à vous.